vraiment la plus intéressante, c'est quelques mots à dire au sujet de la mesure de la variable manipulée et des contraintes. Donc, les choses encore assez évidentes, je passe dessus sans trop m'attarder. Pour aller vers la structure de réglage, on a dit que la première chose, c'est de définir ce qu'on voulait réguler. Donc, ça va par exemple être la mesure de température ou de pression qu'on doit utiliser. Des fois, je vous ai dit, il y a plusieurs choix parce que le choix n'est pas simplement tu mesures cette température, mais on doit réguler quelque chose qui dépend de plusieurs choses. Et donc, il y a des choix à faire. Si vous avez plusieurs candidats possibles, eh bien, les critères vont être les suivants. Qu'est-ce qui va permettre de dire que la mesure est intéressante dans la régulation? Ben, c'est évidemment toute la notion de précision et de répétabilité. Ce sont des choses dont vous avez vu en cours d'instrumentation. C'est la disponibilité. Des fois, on voudrait bien avoir des mesures, mais elles ne sont pas disponibles. C'est typiquement le cas pour des feed-forward aussi. Ah ben, si j'avais cette mesure-là, je pourrais faire un super feed-forward. Ben, on ne l'a pas. Donc la disponibilité d'une mesure, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et est-ce que le capteur est fiable? Si le capteur n'est pas fiable, on n'en parle pas ici, mais ça interviendra un petit peu plus tard. Si le capteur n'est pas fiable, qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà parlé, on va en reparler. Non? Non, c'est pas. Ça, on l'aurait déjà fait, mais il y a des capteurs qui par nature sont moins fiables. Si c'est vraiment critique, qu'est-ce qu'on va faire? La redondance. Faire de la redondance en mettant 2 ou 3 capteurs selon la criticité. Des fois 4 dans des cas extrêmes, c'est souvent 2 ou 3 capteurs. En général, les capteurs qui sont utilisés en régulation sont toujours dupliqués, tripliqués. C'est très rare qu'en régulation on n'utilise qu'un seul capteur parce que on sait que tous les capteurs sont faillibles et donc les mesures qui sont utilisées en régulation en général sont toujours dupliquées ou tripliquées. Vous avez des valeurs, des mesures qui ne sont pas dupliquées. En général, c'est qu'elles sont utilisées pour l'opérateur pour avoir une information en temps réel sur son écran, ou bien parce qu'on a besoin pour historiser des choses, mais alors elles ne sont pas en régulation. Celles qu'on utilise en régulation, ben, en général, si on régule, c'est que c'est une variable importante, donc elles sont dupliquées ou tripliquées. La dernière chose qui est importante, c'est la notion de période d'échantillonnage. Souvent, la période d'échantillonnage, elle est facile à imposer parce que c'est simplement le temps de scan de l'entrée analogique de votre automate. Des fois, vous avez des échantillonnages qui viennent pour une raison extérieure. Est-ce que vous auriez un exemple en tête d'un truc très courant qui vous donne un échantillon, mais qui n'est pas vraiment dû à hardware qui va faire l'acquisition de votre mesure? Ouais. Si quelqu'un doit physiquement prendre la mesure. C'est un exemple que vous avez encore souvent pour les mesures critiques, et ça se fait souvent en chimie et en environnement. Ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que toutes les 4 heures, vous avez l'opérateur qui va prendre un échantillon, l'amène au laboratoire, le met dans une machine, fait des manipulations manuelles, et vous avez le résultat 2 heures après. Donc vous avez une mesure toutes les 4 heures et un délai de mesure de 2 heures. Ça, ce sont les autres raisons pour avoir un échantillonnage dans votre boucle de régulation. Donc cet échantillonnage est très très important, et tout ça fait qu'on va également être guidé vers notre choix de process value. Cet échantillonnage, si je mets de côté l'exception qui est due à un échantillonnage manuel, vous allez alors pouvoir le changer vous-même dans le taux de cycle de votre automate, le temps de cycle de votre automate. Avantage et inconvénient à aller vite et rapidement, c'est quoi? Quel est l'avantage si vous allez très vite au niveau de l'échantillonnage? Dépassement. Dépassement? Non. Enfin, Ça, c'est l'avantage? Alors, on commence par les inconvénients. Si vous faites tourner trop rapidement votre automate, que vous essayez de lui faire trop de choses en un temps donné, il n'y arrive pas. Vous allez alors, ce que vous avez appelé dans les laboratoires séquentiels que vous avez déjà fait, la notion de watchdog qui va déclencher, qui va vous dire non, tu m'as demandé un truc, je n'ai pas réussi à le faire à temps, je préfère une mesure de protection parce que ce que je fais est plus fiable. Donc si vous scannez trop souvent, si vous avez une période d'échantillonnage trop petite, ben, vous commencez à aller vers ces problèmes-là. Donc on va en général essayer d'aller vers un échantillonnage plus lent. Mais c'est quoi l'inconvénient d'être plus lent? On a moins d'informations parce que si vous avez une boucle de régulation que vous pourriez faire tourner une seconde et que vous dites que vous allez échantillonner à une seule seconde, s'il se passe quelque chose entre cette seconde, vous pouvez ne pas le voir. Autrement dit, vous avez quelque chose qui vous permet, des fois, va vous faire un délai sur une perturbation. Donc, pour des questions de perturbation, des fois, on va dire non, je vais quand même vouloir aller plus vite. Donc, on va devoir essayer d'aller assez vite en tenant compte de la dynamique du système.
on va y revenir après. On va devoir aller assez vite pour essayer de réagir vite contre les perturbations. Donc on a des raisons d'aller vite, mais il y a des raisons de ne pas aller vite, c'est la surcharge du système. Et vous avez aussi autre chose que vous connaissez comme problème lorsque vous échantillonnez, et on en a déjà parlé la dernière fois et l'avant-dernière fois, Fréquence de Nyquist. c'est la fréquence de Nyquist. Donc il va falloir tenir compte de la fréquence du signal que vous mesurez pour choisir une période d'échantillonnage qui est liée à ceci pour ne pas tomber dans le repli de Nyquist ou l'aliasing de Nyquist. Et donc ça veut dire que vous devez soit connaître la fréquence maximum que vous avez sur votre signal, ce qui est rarement le cas. En général, qu'est-ce qu'on va faire? On va imposer la période d'échantillonnage et on va s'arranger pour qu'il n'y ait pas de fréquence plus haute que Nyquist. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que, pour une période d'échantillonnage donnée, on s'assure qu'on n'a pas de repli? On met un filtre dont la fréquence de coupure va être choisie telle qu'elle va faire tomber les fréquences pour que les fréquences soient assez atténuées à Nyquist et au-dessus de Nyquist pour que si j'ai un repli temporel, ça soit un repli sur un truc qui est déjà tellement atténué qu'il ne va pas du tout m'emmerder. Okay. Donc cette notion d'échantillonnage, elle revient sur les choix hardware d'automate. Quelle est la période maximum d'échantillonnage que je vais avoir, quel est le coût de calcul que ça va imposer, etc., etc., etc. Autre chose dont on vous parle ici, qui n'est pas anecdotique, si vous faites tourner votre régulateur 10 fois par seconde et que vous comparez ça avec un régulateur qui tourne une fois par seconde, ben, si votre régulation vous demande de bouger la vanne comme ceci, si vous le faites une fois par seconde, ben, une fois par seconde, vous allez faire pouf, pouf, pouf. Alors que si vous faites la même chose mais toutes les 10 millisecondes, je ne sais plus ce que j'ai dit, eh bien vous allez avoir pouf, pouf. Autrement dit, vous allez avoir des plus petites variations. Donc c'est aussi un argument des fois pour choisir la période d'échantillonnage, c'est avoir plus souvent des plus petites variations. Dans certains cas, ça peut aider, mais en général, ce n'est pas le critère principal. Donc le critère principal, ça va être, ben, si je suis plus lent, j'aurai plus de charge de calcul disponible pour faire autre chose. Si je suis plus rapide, ça va me permettre de plus vite réagir à des variables de perturbation, ça arrivera après, mais surtout, maintenant c'est ceci, ça va permettre de réagir plus vite lorsque j'ai une perturbation ou une variation de consigne qui arrive. Et l'aspect fréquence et Nyquist, on va y revenir dans les slides prochains. J'ai dit que j'allais y arriver. Quel est le choix, quel est le lien entre la dynamique du système et la période d'échantillonnage? On va parler de Nyquist après, mais Nyquist va plutôt être lié au bruit de mesure. Dans notre cas, ici, l'idée, c'est quel est le lien entre la dynamique du système et le choix de la période d'échantillonnage. Si vous avez un système qui a une dynamique comme ceci, est-ce que vous allez échantillonner comme ceci? Ben non. Il faut évidemment échantillonner plus vite que la dynamique du système. Le but de la régulation, c'est de travailler, de modifier, de jouer avec la dynamique du système. Donc c'est clair que ça, c'est un exemple complètement con. La période d'échantillonnage à laquelle on va faire tourner l'automate, eh bien, elle va être en lien avec la dynamique du système. Donc typiquement, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est 10-15 échantillons sur le temps de montée du système, sur la partie la plus dynamique, la plus rapide de notre système. Ça, c'est le critère le plus simple, c'est assez intuitif et il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, c'est tout à fait logique. Il faut que j'échantillonne de manière cohérente avec la dynamique de mon système. Si j'échantillonne plus lentement que la dynamique de mon système, il n'y a plus aucun lien avec la dynamique de mon système. Or, la régulation, c'est sur la régulation du système. Donc, en général, cette règle-là, c'est la règle qu'on choisit pour faire du design de régulateur discret. Souvent, quand on travaille dans les automates, on va même aller plus vite que ça, parce que, imaginez que vous avez une perturbation qui arrive entre deux périodes d'échantillonnage, eh bien, il faut au moins un temps de cycle pour que le régulateur le voit. Et donc, c'est des fois une raison pour laquelle on va dire qu'on veut même aller plus vite que ce critère-là. Donc ça, il faut voir ça comme un minimum de période d'échantillonnage qui fait le lien avec la dynamique. Et en réalité, on va aller plus vite parce qu'on veut rejeter les perturbations plus rapidement. Et l'autre critère, c'est que souvent, on veut avoir plus de définition temporelle dans les signaux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que j'ai du bruit de mesure? Est-ce que j'ai des fois un glitch sur ma mesure? Et donc, il y a plusieurs raisons qui font qu'on va souvent aller plus vite que ceci. Ce qui va nous empêcher d'aller beaucoup plus vite que ça, eh bien, ça va être à la fois Nyquist et la charge de calcul, comme on l'a dit juste avant. Donc, Nyquist, on l'a dit, pour essayer d'éviter les replis temporels, soit on va calculer notre période d'échantillonnage en fonction de la fréquence la plus rapide, mais souvent, on ne la connaît pas. Donc, on va imposer, via une définition que je vous ai montrée juste avant,
la période d'échantillonnage et on va s'assurer de ne pas avoir de repli en venant filtrer notre signal pour être sûr que l'amplitude a assez baissé avant Nyquist pour que s'il y a un repli, ce soit un repli d'un truc qui est significativement réduit. Et pour ça, les deux critères que l'on va typiquement utiliser sont ceux-ci. Vous allez avoir la période du filtre, la constante de temps du filtre d'anti-aliasing que l'on va choisir proportionnelle à la période d'échantillonnage de manière à s'assurer que, et si j'ai ma fréquence de Nyquist ici, en fréquentiel, j'ai fait assez vite chuter mon amplitude pour ne pas avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'amplitude après la fréquence de Nyquist. Et donc ça, ce sont les deux critères qu'on utilise le plus souvent. Selon que vous vouliez avoir plus ou moins atténué vos amplitudes quand vous arrivez à Nyquist, on va choisir ces deux critères-là. Okay, donc ça vous fait le lien entre le filtre que vous devez mettre avant votre échantillonnage. Donc, typiquement, c'est le filtre que l'on a sur la carte d'acquisition, qui est un filtre analogique. Sur chacun des canaux de la carte d'acquisition, on a un filtre analogique que l'on peut souvent régler. Des fois, aujourd'hui, on peut même le régler de manière numérique. Donc, vous pouvez aller paramétrer votre carte et ça va réellement changer la valeur de la capa qui est sur le filtre analogique de votre acquisition. Donc ça, c'est le filtre analogique qu'on doit mettre avant l'échantillonnage pour être sûr que quand on échantillonne, on n'ait pas de repli fréquentiel. Des banalités dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir dessus. Quand on essaye de venir faire chuter ces fréquences-là, c'est surtout pour éviter les problèmes de bruit. Ce bruit, en général, il vient d'où? Quelle est la principale cause de bruit sur une mesure? Capteur. Quoi? Le qui vient du capteur. Le bruit, mais d'où vient le bruit du capteur? Oui, et aux fréquences. C'est à haute fréquence, typiquement, oui. C'est à haute fréquence, souvent vous en avez aussi à 50 Hz, pile à 50 Hz. Et vous en avez plus quand vous êtes à côté d'un variateur de fréquence. Ça, c'est la grosse source de bruit, sont les perturbations électromagnétiques. Donc, qu'est-ce qu'on doit essayer de faire pour être le moins sensible aux perturbations électromagnétiques? Il y a toute la notion de mise à la terre ou mise à la masse de tout ce qui est fil d'instrumentation pour les capteurs, mais aussi ceux qui retournent vers l'actionneur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important et c'est vraiment un métier en soi, hein, parce que ça, c'est un truc super compliqué. Comment bien mettre les masses? Qu'est-ce qu'il faut mettre à la masse? Est-ce que ce câble-ci doit être blindé? Ceci ne doit pas être blindé, etc. C'est vraiment un métier en soi, c'est un truc très très spécifique. Donc c'est un truc fondamental. Donc il faut être conscient, et quand il y a un problème de mesure et de bruit, encore une fois, il faut dire, ouais, mais la régulation ne peut pas tout régler, parce que qu'est-ce que vous allez avoir comme influence sur la régulation? Si ce bruit de mesure a un virgule, qu'est-ce que vous allez être condamné à faire? Mettre un filtre. Pour ne pas tout péter. Oui, mais si on ne peut pas filtrer cette mesure-là, vous allez devoir diminuer la vitesse de votre régulateur, parce que votre gain, et surtout la partie dérivée, va amplifier ce bruit-là. Donc il faut essayer de l'enlever à la base, ce bruit, avec une bonne mise à la masse, et effectivement, un bon filtrage sur la carte d'acquisition, voire même un filtrage numérique dans l'automate. Et donc, comme bruit, vous avez principalement les perturbations électromagnétiques. Vous avez aussi des bruits de quantification. Qu'est-ce qu'on entend par bruit de quantification? C'est de moins en moins important aujourd'hui parce que c'est de mieux en mieux réglé, mais on a encore des automates qui travaillent sur 32 767. Non, pas 32 667 bits. Ça, c'est beaucoup. Les automates qui travaillent en 32 bits, voire même dans les installations qui travaillent en 12 ou 16 bits, qu'est-ce que ça a comme influence sur la qualité de votre mesure? Et pourquoi est-ce qu'on dit que ça rajoute du bruit? Imaginez que vous soyez en train de travailler sur un CPU, enfin, un convertisseur analogique digital, encore plus vieux pour exagérer les choses, avec 10 bits, avec 4 bits, avec 2 bits. C'est encore plus clair. Si vous avez un convertisseur analogique digital, 2 bits. Il y a combien de valeurs discrètes possibles, valeurs numérisées possibles différentes? 16. Oui, ça doit être 8. Vous n'avez que 8 valeurs. Autrement dit, si vous avez une mesure de température entre 0 et 100 degrés, eh bien, de 0 à 1/8, ça fait quoi, 12,5? De 0 à 12,5 degrés, c'est vu comme étant 0, 0, 0, si je suis... De 12,5 à 24, ou je sais pas quoi, vous êtes 0, 1.
Et donc, vous n'avez comme ça que 8 valeurs possibles. C'est évidemment poussé tout à l'extrême. En réalité, on travaille sur plus de bits que ça, mais ça arrive encore aujourd'hui qu'on ait une gamme typiquement de température entre 0 et 600 degrés, mais en fait, on veut réguler sur une plage très fine d'une quinzaine de degrés. Et donc, on a quand même ce problème de quantification. Qu'est-ce que ça veut dire, ce problème de quantification? Ça veut dire que si vous comparez la valeur analogique que vous avez ici, donc que je vais mettre ici en pourcent, et la valeur discrétisée que vous avez ici, que je vais remettre ici en pourcent, eh bien, si vous quantifiez sur un certain nombre de bits, ça veut dire que même si la variable ici est continue et que la variable analogique peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 100, eh bien, vous n'avez qu'un nombre fini de valeurs discrétisées, qui est évidemment en fonction du nombre de bits de votre convertisseur analogique digital. Si je dis que je n'en ai que 2 ou 3, je vais avoir que 9 ou je ne sais pas combien de valeurs finies. Et donc, la valeur continue entre 0 et ça, elle est représentée par celui-ci. Ensuite, la valeur continue entre ça et ça, elle est représentée par celui-ci. Et ça, c'est représenté par ceci. Et celle-ci arrive ici, etc., etc., etc. Vous n'avez qu'un nombre fini de valeurs dans votre automate, autrement dit, vu par votre régulation. Et donc, ça introduit une erreur de quantification. L'erreur de quantification, c'est la différence entre le signal quantifié et le signal continu avant quantification. Autrement dit, si je trace une droite ici, ça devrait en fait être une droite qui passe par ici, parce que le milieu de ma zone, il est à chaque fois parfaitement quantifié. Le milieu de ma zone est parfaitement quantifié. Et donc l'erreur de quantification ici, elle a quelle tête? Elle a ça comme tête. Vous voyez ce que je fais? C'est la différence entre l'analogique et la digitale. Et donc vous avez une erreur de quantification qui à chaque fois fait pouf. Et donc ça, quand vous le voyez dans les signaux, vous avez vraiment ça, vous avez votre signal. Et donc ça, c'est une erreur de quantification. Encore une fois, aujourd'hui, où on travaille les convertisseurs analogiques digitaux et les CPU des automates sont plutôt sur 32 bits. 64, je pas encore vu, c'est plutôt console de jeu qu'un automate, ça. C'est plus tellement pertinent. Si vous travaillez sur des vieilles installations, ça se voit encore. Mais aujourd'hui encore, ça se voit dans le contexte que je vous disais. Vous pouvez avoir typiquement une mesure 0, 600 degrés, par exemple, mais pour lequel la régulation doit être très fine autour de 5 degrés. Et donc là, si on calculait, vous n'avez plus qu'un nombre fini de valeurs numérisées, et ce problème peut alors se ressentir. Oui. Pourquoi il n'y a pas des CPU plus puissants pour avoir plus de valeur? Alors, le principe de base des CPU et donc des convertisseurs analogiques digitaux qu'on utilise, c'est qu'on est toujours une vingtaine d'années en retard sur les CPU informatiques ou consoles de jeu. Pourquoi, à votre avis? Quoi? C'est fiable. C'est fiable. On sait que ceux-là, ils n'ont pas eu de problème. Et donc là, on va commencer à accepter de les mettre dans des automates. Ce que je dis est de moins en moins vrai, parce que maintenant, la frontière entre un CPU d'automate et un CPU de PC est de plus en plus réduite. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle des PC industriels, pour lesquels on fait l'hypothèse qu'il est aussi robuste qu'un automate. Donc, avant, la différence était, on a 20 ans de retard, et donc ça explique qu'on est des CPU moins rapides, qui sont sur moins de bits et des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Mais de toute façon, cette erreur-là, déjà aujourd'hui, quand on travaille sur 32 bits, on n'a plus vraiment de problème avec ça. 32 bits, ça veut dire que ce que je dessine ici comme étant une dizaine de valeurs finies, je suis déjà à 64 000 variables. Et donc ici, si vous mettez 64 000 petits traits, c'est clair que si j'utilise vraiment tout le range, je vois quasiment plus mon erreur de quantification. Donc ça fait partie des choses importantes aussi. Ça, c'est pour tout ce qui est bruit lié à la mesure. Les bruits qui viennent vraiment du process, typiquement, c'est encore une fois à cause des actionneurs, la vanne qui a un problème mécanique et qui vous rajoute des bruits sur votre mesure. D'autres exemples, vous avez par exemple dans une cuve, lorsque vous avez des vagues, vous avez le bruit mesure qu'on va souvent essayer de filtrer. Mais attention, on va en reparler ici. À chaque fois qu'on parle de filtre, parce qu'on est en train de parler de la valeur mesurée, il faut tenir compte de quoi? Quand vous filtrez, qu'est-ce que vous rajoutez comme problème? Un délai. Vous rajoutez un délai, vous rajoutez un ordre, et donc dans certains cas, ça veut dire que vous devez absolument retuner votre régulateur. Il ne faut pas tomber dans l'excès de dire, oh là j'ai du bruit de mesure, je vais foutre un pauvre filtre, comme ça je n'aurai plus de bruit du tout. Parce que rajouter un filtre, c'est rajouter un délai, c'est pas tout à fait, pas un temps mort, mais c'est rajouter une inertie, rajouter un ordre, et donc ça ralentit votre boucle fermée,
Donc c'est très important de faire attention à ça. Ça se représente en fait, c'est tellement important que je vous l'ai déjà dit et que je l'ai identifié. Comment quantifier le bruit, moyenne et variance et analyse fréquentielle, c'est pas tellement intéressant. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. On va filtrer soit par un filtre du premier ordre, soit par une moyenne mobile. Ça ne fait pas de grande différence. Des fois, on utilise des filtres de plus élevés, des filtres de deuxième ordre, parce qu'ils permettent de tomber plus rapidement en fréquence et de pouvoir plus discriminer les fréquences sur lesquelles on travaille. Si je vous regardais en fréquentiel, le filtre du premier ordre, il fait ceci. Il a une pente de perte d'amplitude en fonction de la fréquence que vous connaissez, moins 6 dB par décade. Et donc, si vous voulez tomber en amplitude à la fréquence de Nyquist et que vous voulez absolument avoir descendu, avoir perdu assez d'amplitude ici, avoir assez atténué à cette fréquence-ci, et que vous êtes occupé à travailler sur un premier ordre, qu'est-ce que ça a comme contrainte? Je veux absolument que l'amplitude de cette fréquence-ci, Nyquist, soit descendue assez bas. Si j'impose ceci, c'était sur mon slide avant, hein, la période d'échantillonnage, elle est d'autant, donc Nyquist, j'ai mon facteur 2 qui intervient, et je veux avoir perdu 19 dB ici. Qu'est-ce que ça crée comme problème? Le fait d'avoir ce filtre du premier ordre. Je pose ma question à l'envers, qu'est-ce que vous préféreriez avoir comme gabarit fréquentiel? Jusqu'à là. Exactement. Ça, c'est ce que vous voudriez avoir comme gabarit fréquentiel de votre filtre. Je veux que, après Nyquist, j'ai plus rien, mais avant Nyquist, je veux rien modifier. Le problème, c'est que ce filtre ici, vous l'avez vu en traitement de signal, il est impossible. Il est irréalisable, il n'existe pas de filtre qui nous permette d'avoir un comportement fréquentiel neutre jusqu'à une fréquence et directement passer en dessous. Et donc, quand vous imposez d'avoir perdu assez, et bien avec un filtre réalisable, ça va vous permettre de faire ceci en premier ordre. Et donc, si vous avez des ordres plus élevés, ça va vous permettre, et c'est l'intérêt du filtre de Butterworth, ça va permettre d'essayer d'être un petit peu plus conservatif sur vos amplitudes ici et d'attendre plus tard pour faire chuter votre fréquence pour arriver au même point ici. C'est pour ça que de temps en temps, on implémente des filtres d'ordre plus élevé, vraiment quand c'est nécessaire. Sinon, on se satisfait d'un filtre du premier ordre, mais du coup, ça veut dire qu'il doit être plus bas en bande, en fréquence de coupure que serait un filtre de plus élevé. Et donc, il ne faut pas oublier que ce filtre rajoute un ordre, et donc des fois, on doit reculer le régulateur à cause de ça. Donc ça sont tous les choix assez importants. Et ça, je vous laisserai lire, c'est simplement du rappel de ce qu'on vient de dire, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dessus. Tac, tac, tac. Je vais passer tout ce qui est Nyquist parce que vous connaissez déjà le Nyquist et le filtrage. Comme on m'a dit que j'allais trop lentement, c'est des choses dont on a déjà discuté. Ça, on en a déjà parlé aussi, mais je m'étais dit qu'il y avait un truc dont je voulais vous parler. Mais on en a parlé. Ah si, c'est ça. Au niveau des capteurs, le choix du capteur, c'est un truc fondamental. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans vos cours d'instrumentation? Quand est-ce que vous avez ça au programme? Les mesures, les 4 mesures principales: température, pression, niveau, débit. Ça vient de passer, ça? Bah, donc je suis légitime quand je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez vu qui était très critique dans le choix des capteurs? Pourquoi est-ce que des fois le capteur peut ne pas être approprié? C'est en fonction de ce qu'on traite. Oui, Si on traite un plus facile poids ou de conducteur, ça va changer le poids de la technologie de mesure. oui, mais la partie acidité, elle fait que vous allez devoir changer de capteur au niveau de ces matériaux. C'est vrai, mais qu'est-ce qui fait que ça pourrait... Et donc, il va se dégrader dans le temps. Et donc, il pourrait finalement créer des problèmes de mesure. Donc, indirectement, d'accord. Il est assis, il a pété le bazar, donc c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait ne pas fonctionner du tout? Vous avez fait un mauvais choix. La plage de mesure, évidemment, il faut bien choisir sa plage de mesure. Mais dans les propriétés physiques, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez, par exemple, des mesures de niveau qui ont besoin que votre flux soit conducteur. Une mesure avec un fil conducteur. Si votre fluide n'est pas conducteur, ça ne va pas marcher. Vous avez des mesures de débit pour lesquelles votre fluide doit être chargé. Parce que si votre fluide est trop pur, les mesures à ultrasons ne vont pas fonctionner. Vous avez toutes des choses comme ça qui sont vraiment fondamentales pour bien choisir votre capteur. Et c'est tout ce que vous avez fait dans ce cours-là. Il faut absolument intégrer dans la partie régulation.
Vous avez aussi l'emplacement du capteur. Vous avez l'exemple typique du capteur de débit qu'on ne peut pas mettre où? Enfin, qu'on doit faire attention. On doit faire attention à quoi? À 10 fois diamètre. Voilà. Il faut absolument que votre écoulement soit revenu assez linéaire. Et donc, il faut absolument qu'il soit à une certaine distance en amont et en aval d'un coude ou d'une restriction. Et cette distance n'est pas la même selon que vous ayez une mesure de débit déprimogène, donc à détaper, que selon que vous ayez une mesure, qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Ultrason, vortex, Coriolis. Électromagnétique. Oui, ça fait être longtemps. Monsieur, c'est qui donne ça mélange? Tu peux ajouter Monsieur Alpha? C'est une seconde. Non, c'est deux externes de chez André Céron. Oui. S'il n'y avait pas moyen de mettre le capteur de débit à 10 fois le diamètre. Il faut vivre avec, et c'est effectivement très souvent le cas. Ça arrive que on dit, ben, bon, c'est la même remarque que tout à l'heure, des fois il y a des mesures qu'on voudrait avoir qui ne sont pas disponibles, des fois on ne sait pas le mettre autre part, pour des questions d'encombrement, parce qu'on doit essayer de faire des trucs plus tard. Des fois il a déjà été mis, et vous arrivez trop tard, et vous devez faire la régulation, et ben, il faut faire avec. Des fois il faut dire, ben, celle-là je ne l'utilise pas, parce qu'elle est foireuse. Ça arrive aussi des fois que le capteur soit mis au mauvais endroit. Je vous donne un exemple de test, donc je vais peut-être me planter, mais un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On a un fluide qui arrive, on a un réchauffeur ici, un échangeur, et l'échangeur, on sait le bypasser, et donc j'ai mon fluide qui arrive ici. Et l'objectif, c'est d'ouvrir plus ou moins cette vanne pour contrôler la température, pour contrôler cette température-ci, donc contrôler la température après échangeur. Pendant la mise en service, la régulation ne fonctionnait pas bien, à savoir que quand on ouvrait la vanne, la température ne bougeait pas. De quoi est-ce qu'on s'est rendu compte? Le capteur avait été mis ici, au lieu d'être mis ici. Ça change tout, évidemment. Donc ça fait partie des trucs, des fois, où il faut ouvrir la vanne. Mais donc dans ce cas-ci, on n'a pas utilisé. On a été rechercher des mesures de température plus loin et on a essayé de faire un bilan de puissance en tenant compte des débits, etc. pour retrouver une approximation de la mesure. C'est quoi l'intérêt maintenant de venir rajouter par exemple un capteur de débit à un endroit où il y a un coude et on ne peut pas forcément le mettre? Il n'y a pas d'intérêt, c'est une erreur. Il y en a qui mettent des capteurs comme ça dans la direction. D'accord, ok. Donc, alors, il y a deux scénarios. Soit le gars qui a installé le capteur n'est pas au courant que ce n'était pas un bon endroit, mais vous n'allez pas arriver dans une installation et dire ce capteur-là, tu me l'enlèves et tu me le mets là. Non, ça oui, mais. Et attends, parce que j'ai fini mon truc. Le deuxième scénario, c'est que le capteur n'est pas mis là pour faire de la régulation, et donc on veut à peu près savoir s'il y a du débit. Et donc il est plutôt utilisé en détecteur de débit qu'en mesure de débit. Ça peut aussi expliquer ça. Et alors typiquement, ce qu'on va voir là, c'est qu'il n'est pas redondant non plus. Et donc ça fait deux raisons de ne pas l'utiliser en régule. Il n'est pas redondant et il n'est pas précis parce qu'il a été mal installé. Je t'ai coupé, tu voulais rajouter un truc? Non, c'était bon. Tac, 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 tac. Et c'est tout. On est passé là-dessus. Alors, petit exemple qui va revenir petit à petit pour à chaque fois un peu illustrer ce dont on parle. On est en train d'aller vers les structures de réglage. On parle de la process value. On vient dire comment est-ce qu'il fallait la filtrer, comment est-ce qu'il fallait l'échantillonner, parler de l'intérêt du choix du capteur, du positionnement du capteur, des perturbations sur le capteur. On va essayer de revenir à chaque fois sur cet exemple-ci et définir l'objectif du contrôle. On a dit que pour définir une structure de réglage, c'était la première chose à faire. Des fois, ce n'est pas évident. Ici, votre cahier des charges, c'est de réguler la température de ce capteur-là. C'est un exemple sur lequel on va revenir petit à petit pour montrer les différentes structures de réglage à adopter. Donc, notre objectif ici, ça va être de contrôler cette température. C'est l'objectif du contrôle. C'est la définition directe du PV, parce qu'ici, il n'y a pas de choix à faire. On reviendra sur cet exemple ici. Mais petite analogie, parce que c'est utilisé très souvent en industrie. Ce qu'on a, je vais d'ailleurs prendre un peu de temps pour décrire le process. L'objectif, ça va être quoi ici? On a un débit qui arrive par ici. Ce débit n'est pas contrôlé. On le subit, entre guillemets. Ce n'est pas la variable de contrôle. Il y a un certain débit d'un fluide qui arrive à une certaine température qu'on doit chauffer ou préchauffer pour qu'il arrive à une certaine température. Ça, c'est le PV, c'est ce qu'on veut avoir. Autrement dit,
ma consigne de régulation, ça sera une certaine température ici. Comment est-ce qu'on peut réguler ça? Ben, on va y arriver. Ici, on est en train de parler des PV, après on va parler des MV, donc les entrées. Ben, ici, vous voyez qu'on a une vanne. Eh bien, cette vanne, ça peut être un choix pour réguler l'installation. Vous allez voir qu'on peut la réguler de deux manières différentes. On peut réguler en utilisant la vanne de manière directe, ou bien on peut utiliser comme entrée le débit. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre ici. Réguler avec le débit, ça veut dire quoi? Si soit je régule en pilotant la vanne, soit je peux réguler en pilotant le débit. Ça sous-entend quoi? On est déjà en train d'avancer vers les structures de réglage en faisant ça. C'est un gros avantage si on fait ça, c'est qu'on ne subit pas la non-linéarité de la vanne. On va y revenir. Mais piloter en débit, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Si je veux commander le débit, commander la vanne, c'est facile. Je dis à la vanne, ouvre-toi à 50%. Et là, je suis en train de dire que je pourrais le commander en débit, mais pas en vanne. On met un autre régulateur. Qu'est-ce qu'il fait ce régulateur? Je l'aurais dit à l'envers, mais on est d'accord. Il va piloter la vanne pour avoir un certain débit. Et donc, vous allez avoir ici finalement deux régulateurs. Et ça, c'est la notion de cascade dont on est en train de parler. Vous la sentez venir, c'est l'une des structures de réglage. On pourrait dire, et c'est ce qu'on va dire plus tard, j'anticipe un tout petit peu, soit je peux piloter avec ma vanne, soit je peux piloter avec mon débit. Et donc, piloter avec mon débit, ça sous-entend que j'ai un régulateur de débit, je lui donne une consigne de débit, et le débit a son régulateur qui, lui, pilote la vanne. Et du coup, quel est le lien avec la température alors? Mon objectif, c'est de réguler la température. Eh bien, mon régulateur de température va donner une consigne qui ne sera pas une consigne de position de vanne, mais va donner une consigne de quoi? De débit, qui va aller vers mon régulateur de débit, qui est donc en train de suivre le régulateur principal. Et donc, on parle d'une cascade de régulation. On aura le régulateur principal et le régulateur secondaire, bien le régulateur externe et le régulateur interne. Avant, on parlait aussi de régulateur maître et régulateur esclave. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. En fait, je comprends pas que tu avais un différent. Parce que pour moi, cette vanne va, enfin, je contrôle dans tous les cas le débit. Pour moi aussi. Du coup, c'est quoi le but, on va dire, réel d'avoir soit le contrôle seulement sur la vanne, soit le contrôle sur le débit? Tu as écouté, tonton, j'ai donné un exemple. Mais j'ai pas compris. C'était pas mon exemple, mais je te l'explique. Un des avantages, mais il va en avoir d'autres, mais ta question est tout à fait pertinente. Et pour répondre à ta question, je l'ai dit, un des avantages, c'est de ne pas subir la non-linéarité de la vanne. Parce que le régulateur de température, s'il attaque directement la vanne, quand il est à basse ouverture de vanne ou à haute ouverture de vanne, une variation de 5% de vanne ne va pas créer la même variation de débit, parce que la vanne est non linéaire. Du coup, cette non-linéarité est subie par le régulateur de température. Alors que si vous avez un régulateur de débit, le régulateur de température, il va demander une consigne de débit au régulateur de débit, et le régulateur de débit va faire ce qu'il faut pour avoir ce débit-là. Et à bas débit ou à haut débit, le régulateur de débit te donnera le débit que tu veux, le débit demandé. Autrement dit, là, on n'aura pas de comportement différent à basse ouverture de vanne et à haute ouverture de vanne. En fait, le régulateur de débit, on va voir que c'est lui qui va gérer ce problème de non-linéarité, et que grâce à ça, le régulateur principal ne subit plus cette non-linéarité. Donc d'un point de vue process, tu as tout à fait raison. La vanne fait varier le débit. Mais dans la structure de réglage, le régulateur de température peut soit attaquer directement la vanne, soit attaquer un régulateur de débit. Et ça change tout, parce que le régulateur va permettre, entre autres, de compenser, d'effacer, de gommer le problème de non-linéarité de la vanne, pour que le régulateur principal, lui, voit un process linéaire. Il y a d'autres avantages dont on va parler ici. Oui. C'est pas comme si on déplaçait le problème. C'est déplacer le problème, mais c'est en fait dire que quelqu'un d'autre va régler ce problème-là. Et donc, vu par le régulateur principal, le problème n'existe pas. Il y a un autre élément de la structure de réglage qui le règle. Donc c'est vrai, le problème existe encore, mais le régulateur de débit va s'en charger sans aucun problème, et pas le régulateur de température. Je vais aller un peu plus dans le détail si ça te chipote. C'est la notion de cascade qui va apparaître de plus en plus clairement. Mais si ça te chipote, voilà comment on va décomposer le process. Quand on va travailler en cascade, en fait, on va dire que tu as tout à fait raison. La variable réelle que mon process me donne pour l'influencer, c'est la vanne et que la vanne. Et la vanne va modifier mon débit, qui va modifier la température. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de process ici? J'ai deux process.
J'ai deux systèmes Q à Q en série. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme information sur ce système-là? Est-ce que vous pouvez déjà en dire? Il est plus rapide que. Il est plus rapide, parce que quand j'ouvre la vanne, j'ai directement du débit, donc il est rapide. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire également? Je vous l'ai dit, il est non linéaire. Celui-ci, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est plus lent. Et il est linéaire, parce que la non-linéarité dans mon process, je dis qu'elle ne vient que de la vanne. D'accord? Donc ça, c'est mon process. Quand on fait une structure sans cascade, on a un régulateur. On a un régulateur. C'est mon PJ, mon PV, mon IMC, mon n'importe quoi. Et règle ma température. On est tous d'accord? Autrement dit, le débit n'est pas utilisé. C'est la première possibilité de réglage ici, c'est le premier choix de MV vu par le régulateur de température. Le deuxième choix dont on parle, la première chose, il fait une hypothèse. Si je veux utiliser la mesure dans ma structure de réglage, ce que je fais, quand je dis que je vais avoir un régulateur de débit, qui dit régulateur des débits veut dire mesure de débit. Donc c'est important, si je veux pouvoir faire ça, il faut que j'ai une mesure de débit. Ici, on a montré directement qu'elle était disponible. Si je veux faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens ici dire que le régulateur de débit ne va plus piloter la vanne, mais va me donner une consigne de débit, un set point de débit. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Que la consigne de débit va être comparée à la mesure de débit, évidemment. Et je vais avoir ici un régulateur, un PI, un PID, qui, lui, va piloter ma vanne. Je n'ai pas répondu à ta question. En quoi est-ce que le problème a été déplacé? En quoi est-ce qu'il a été résolu? Constante de temps ici, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. J'ouvre ma vanne, j'ai mon débit. Constante de temps ici, 1000 secondes. Ça fait une belle différence. Qu'est-ce qu'on peut faire typiquement dans ce cas-ci? On peut même se contenter, parce que la différence des dynamiques est très grande, de ne pas compenser la non-linéarité. Je m'explique. À cause de la non-linéarité ici, je sais que je vais avoir un gain qui va varier, la pente de non-linéarité, le gain, donc la pente de ma vanne, je vais dire que ça va d'un rapport 1 à 5. C'est déjà énorme comme changement de gain en fonction du point de fonctionnement. Mais qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux dire que je vais mettre un régulateur avec un gain qui est fixe et que je vais mettre assez mou pour être très robuste par rapport au changement de gain de mon système non linéaire. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de dire que pour ma boucle rapide, ma boucle débit, eh bien, quand je vais avoir une consigne de débit, variation de consigne de débit, eh bien, en fonction du point de fonctionnement, qu'est-ce que je vais avoir? Là où le gain est le plus petit, je vais avoir quelque chose d'assez mou. Là où le gain de ma vanne est plus grand, je vais avoir un autre comportement. Et donc, à cause de ça, je vais avoir peut-être un petit dépassement. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fonction du point de fonctionnement de ma vanne, je vais avoir des comportements différents. Okay? Mais là, je suis à l'échelle d'une seconde. Pour mon système, qui a une constante de temps de 1000 secondes, autrement dit, dont la réponse initiale est comme ceci, est-ce que le fait que le débit arrive comme ça devant lui, comme ça, ou comme ça, je suis en train de dessiner de manière très très serrée parce que sur une échelle de temps beaucoup plus grande, les différents types de comportements ici. Donc ceci, c'est à l'échelle d'une seconde, autrement dit, je les redessine ici sur une échelle de 1000 secondes. Est-ce que vous pensez que le système linéaire lent va être impacté en quoi que ce soit par le fait que le débit soit régulé comme ça ou comme ça? Non, pas du tout. C'est pour ça que on dit que la cascade, elle permet de linéariser le problème de la vanne. Ça, c'est quand je peux me permettre de dire que ouais, je peux avoir un régulateur qui a des comportements assez grands, assez lents, parce que de toute façon, je suis beaucoup plus rapide que le process, et donc je ne dois même pas compenser la non-linéarité. Et donc, on dit que ceci linéarise la vanne. Pourquoi? Parce que quel que soit le point de fonctionnement, si je demande ici une consigne de plus 1
mètres cubes par seconde, eh bien, in fine, j'aurai plus 1 mètre cube par seconde grâce à ma régulation. Autrement dit, le gain statique de ceci, grâce à mon régulateur, c'est 1. C'est toujours 1, quel que soit le point de fonctionnement. Autrement dit, j'ai bien linéarisé grâce à ma boucle interne. Ça, je peux me le permettre parce que j'ai un régulateur ici qui est tellement plus rapide que ceci que je vais pouvoir avoir des modes mous ici. Ça ne change rien à ma régulation. Si la différence de vitesse entre ces deux-là n'est pas de 100, enfin de 1000, pardon, mais de 10, alors ici, je vais probablement devoir compenser la non-linéarité de la vanne. Mais ça va quand même faciliter le tuning de ce régulateur-ci, qui lui ne va pas avoir de partie non linéaire. La partie non linéaire sera gérée par le régulateur rapide. C'est un des nombreux avantages de la cascade. On va parler d'autres avantages après. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc c'est vraiment ça qui est important. Donc à cause de la vanne, j'ai des comportements différents, mais par ce processus-là, c'est peanuts, on ne voit absolument pas la différence. Monsieur, est-ce qu'on ne va pas juste négliger et mettre un temps mort à la place comme on a vu avec la méthode avant? Alors, négliger, mettre un temps mort, ça c'est quand tu veux simplifier des fonctions de transfert. Ici, on a un process et on discute de comment est-ce qu'on va le réguler. Ah. Quel lien est-ce que tu fais entre les deux? J'ai rien à simplifier ici. Ah oui, d'accord. Ok, je vois ce que tu dis. Alors, de nouveau, si le but était de modéliser, de simplifier ça, on pourrait dire qu'on peut négliger la vitesse de ceci, tellement ça va rapidement. Ça, je suis d'accord, mais ce n'est pas le but ici. Ici, le but, c'est d'utiliser cette différence de vitesse pour le choix de la structure de réglage. Donc là, dans un exemple où tu voudrais simplifier les fonctions de transfert, tout à fait d'accord avec toi. On pourrait dire que la dynamique de débit est tellement rapide qu'on l'a dit. Ça veut dire qu'on pouvait retirer aussi le PID, etc. ou bien? Non, tu mélanges les deux choses. Là. Le PD, on en a besoin parce qu'on est occupé à parler de structure de réglage. Pour la structure de réglage, je ne veux pas le virer, je fais avec. Si tu veux simplifier la fonction de transfert, et pas pour faire de la régule, pas pour travailler sur les structures de réglage, alors tu pourrais la simplifier. Donc, petite remarque, vous voyez qu'on est encore ici dans les parties dont je vous ai parlé. Hein, on parle de process value, manipulated value et contrainte. En fait, on est déjà en train de fortement introduire les structures de réglage, comme je viens de le faire ici. Non, j'avais dit que j'étais occupé à vous présenter le process, je ne l'ai pas fait. Donc, on a notre fluide ici à réchauffer, on veut contrôler la température ici, et vous avez cette vanne. Et cette vanne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va amener plus ou moins de combustible dans une chaudière pour faire un apport thermique sur mon échangeur. Enfin, dans ma chaudière. Et c'est tout à fait comparable à un échangeur pour lequel on aurait le fluide à réchauffer qui arrive ici. On mesure le débit, on mesure la température d'entrée, on veut réguler la température de sortie, et on va devoir apporter de la chaleur, non pas par une chaudière, mais par un échangeur de chaleur. Et même chose, il va falloir moduler, réguler le débit en jouant sur la vanne. C'est tout à fait similaire pour une régulation, une chaudière ou un échangeur de chaleur, ça la même chose. Pour l'aspect transfert de chaleur, pour l'aspect réglage de la combustion, évidemment, c'est tout à fait différent et on y reviendra plus. Donc on a fini de discuter de la partie PV. Pour la partie MV, on l'a dit tout à l'heure, il y a souvent plusieurs choix, parce qu'il y a plusieurs vannes disponibles, parce qu'il y a un choix entre est-ce qu'on va réguler avec la position de la vanne ou avec la vitesse de la pompe. Il y a souvent plusieurs choix à faire. Et ces choix-là, qu'est-ce qu'on va privilégier comme choix? Si vous avez le choix, vous allez principalement prendre des variables d'entrée qui sont si possible linéaires, parce que sinon il faut à chaque fois les traiter. Donc quand vous avez une variation sur ce MV-là, il y a le PV qui vous intéresse, varie de manière linéaire, donc même comportement, quelle que soit la plage de fonctionnement. Qu'est-ce qui est important aussi? Il faut quelque chose d'assez sensible. Autrement dit, si vous faites une variation sur l'entrée, il faut que ça se ressente sur la sortie. Si vous choisissez une variable d'entrée qui est peu sensible sur la sortie, ça va être quoi la conséquence quand vous allez vouloir faire la régule? On va toujours taper cet actionneur en saturation. Donc imaginez que j'ai besoin d'ouvrir de 50% ma vanne pour que ça donne une variation de température de 0,1 degré. Si vous voulez utiliser cette vanne en régulation de température et que vous avez besoin de faire des variations de 2 degrés, il faudrait ouvrir la vanne à, je ne sais plus ce que j'ai dit, à 2000%. Donc la vanne va toujours être en saturation. Donc il faut que ce soit assez sensible, il faut que ce soit assez linéaire, et il faut que ce soit aussi assez rapide. Parce que vous savez que plus c'est lent, et plus c'est d'ordre élevé, plus le régulateur est compliqué
à calculer, plus vous allez perdre en marge de gain, marge de phase. Et donc ces trois aspects-là sont fondamentaux pour que ça soit fort sensible, si possible linéaire, et que ça soit assez rapide. Et alors intéressant aussi, c'est vrai que les trois premiers j'ai dit, l'autre c'est intéressant aussi, si vous avez plusieurs choix, vous allez essayer de favoriser un organe de réglage qui ne perturbe pas une autre partie du process. Encore une fois, c'est qui a un soufflet en permanence? C'est toi de même. Qu'est-ce que je disais? Non, c'est pour lui, je sais très bien ce que je disais. Enfin, sur le temps que je lui demande, je me suis rappelé de ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Donc, les trois arguments, vous les avez là. Le quatrième est très important aussi. Si vous avez le choix entre plusieurs organes de réglage, ce qui est, encore une fois, souvent le cas, il faut toujours être conscient que dans une vraie installation industrielle, vous êtes très rarement, je l'ai déjà dit, dans un cas où vous avez un seul MV, un seul PV. En général, vous avez plein d'MV, plein de PV. Et donc, quand vous avez un choix à faire, eh bien, il se peut que vous ayez deux possibilités et que vous avez un MV qui, quand vous le bougez, va évidemment influencer le PV. Ça, c'est la première remarque, ça va être sensible. Mais n'influence que celui-là. Alors qu'un autre choix, une autre vanne pourrait également influencer votre MV, mais aussi influencer plein d'autres choses et donc perturber d'autres boucles de régulation. Donc quand vous avez le choix, on va essayer de prendre un MV qui va faire une influence locale, autrement dit, qui va uniquement influencer ce qu'on a sans foutre le bordel ailleurs. Donc ça, c'est aussi un argument de choix dans le choix de variables manipulées. Et garder les choses simples au niveau des structures de réglage et de ces choix, c'est du bon sens. Alors, on revient sur notre même exemple. On a parlé tout à l'heure du fait que le PV, on l'avait défini. On est ici occupé à se dire quel MV on va choisir. En fait, c'est l'exemple que je vous ai déjà dit. Maintenant qu'on discute du MV, soit on peut réguler par la vanne, parce qu'on sait que ça va être rapide. Attention, là, c'est non linéaire. Du coup, une autre solution serait de manipuler l'installation par une régulation de débit. De nouveau, c'est un choix intéressant parce que c'est rapide, c'est sensible, et l'avantage, c'est que ça va être linéaire grâce à la raison que j'ai évoquée ici. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle faire une structure en cascade. Si on veut encore une fois un petit peu anticiper, il y a d'autres avantages de faire une structure en cascade. Ici, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme avantage de faire une structure en cascade avec de régulation de débit? Et c'est souvent ça aussi une grosse raison. Ouais. On peut en mettre l'un ou l'autre en manuel. Et c'est quoi l'avantage? Si l'un, quand il y a un régulateur contrôle sur le capteur, on peut juste mettre un manuel et faire ça. Alors ça c'est intéressant, on va en parler plus tard, mais je vais garder ça pour la partie vraiment détail de la cascade. Ici c'est un peu une introduction à la cascade. Ça c'est assez intéressant quand tu parles du manu auto. Si tu prends le régulateur de débit en manu, ça veut dire que c'est toi qui pilotes la vanne. Est-ce que l'autre peut rester en auto? Ben non, il ne sert à rien, hein. Le seul organe de réglage, c'est moi qui le pilote. Et donc on va devoir faire attention ici à ce que celui-ci ne s'emballe pas. On a de nouveau un problème d'anti-wind-up et que celui-ci n'ait pas de problème d'anti-choc. On en parlera après. Mais donc quand on parle de manu auto et de cascade, ça c'est un truc important à dire. Si tu veux prendre ce régulateur-ci en manu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, comme opérateur, tu pilotes quoi? Quoi? Le débit? La consigne de température. Du coup, est-ce que celui-ci peut rester en auto? Oui, dans ce sens-ci, on peut. Si vous mettez un régulateur esclave en manu, tous ceux qui sont en amont, je dis tous ceux parce que des fois on a 2, 3, 4 structures en esclave, tous ceux qui sont en amont de celui-là doivent passer en manuel et préparer nos antichocs. Et l'inverse n'étant pas vrai, dans l'autre sens, si vous êtes en manu de celui-ci, tous ceux qui sont en aval peuvent rester évidemment en auto. Mais ma question, c'était pas celle-là. Ici, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme intérêt pour la cascade? Imaginez que la pression d'alimentation de mon combustible varie. Quel est l'avantage du régulateur de débit? Accepter. Ah, je peux lire l'information. Il peut lire, donc il a besoin d'une mesure de pression? Non. Mais on a deux mesures. Qu'est-ce qui va se passer dans ma structure de réglage en cascade ici, sans la changer, donc sans intégrer une mesure de pression, si brusquement la pression chute? Et c'est ça un des gros avantages de la cascade. Un registre de la facturation avec le temps, avec le centre de temps qu'il a.
Autrement dit, avec la constante de temps rapide. Parce que la pression, elle apparaît, l'apéro, c'est l'apéro. La pression, la pression, elle apparaît où ici? Sur quelle partie du process? Sur quelle partie du process? Rapide ou lente? Ah oui, la rapide. La perturbation de pression, elle apparaît ici. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer quand ma pression va varier? Ça va faire varier mon débit. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le régulateur de débit va le voir et directement corriger ceci. Et le régulateur de débit est tellement rapide que la petite perturbation que j'aurai sur le débit, quand la pression va arriver, le débit va augmenter et ça va réagir tellement vite que, finissez ma phrase, faites des gars, que le process lent va lisser ce petit machin dans sa grosse inertie. Autrement dit, on a réussi à rejeter la perturbation vite grâce à l'esclave. L'avantage, c'est que le régulateur principal ne va pas être perturbé. On a réussi à rejeter la perturbation super rapidement. C'est presque l'objectif d'un feed-forward. C'est comparable avec un feed-forward. Oui et non, c'est quoi la grosse différence avec un feed-forward? C'est que je n'ai pas besoin de la mesure de pression. Ici, j'ai rejeté la perturbation due à la pression grâce à l'effet qu'elle a eu sur la mesure de débit. D'accord? Et je n'ai pas besoin non plus de connaître la dynamique de perturbation de pression, parce que je n'ai pas un régulateur en feed-forward qui, lui, a besoin de la dynamique, de connaître la dynamique de perturbation. Oui? C'est quoi la limite de la structure en cascade? Parce que là, on a un exemple où les constantes de temps sont une fois l'une et une fois d'entre l'autre. Mais est-ce qu'il y a une limite où on va dire cette perturbation de pression? Il y a un moment où ça n'a plus d'intérêt en termes de réjection de perturbation. Dans mon exemple ici, le gros intérêt, c'est que la perturbation est rejetée beaucoup plus vite que la dynamique de système là, et donc pour lui, c'est quasiment neutre. Si celui-ci commence à ne plus être beaucoup plus lent que celui-là, ce que je viens de dire est de moins en moins vrai. Celui-ci sera quand même un petit peu impacté par ceci. Et donc les ordres de grandeur qu'on donne en général pour utiliser une cascade de manière efficace, c'est d'avoir un rapport environ 10 de constante de temps, de dynamique entre les deux. Des fois 10,5, certains 10,5, des fois d'autres 10,3, mettez 5 ou 10, ou 3, ou 20. Donc revenons sur notre structure ici, même si on anticipe déjà un petit peu. L'autre régulation que l'on pouvait faire, l'autre choix de variables manipulées que l'on pourrait faire, c'est quoi? On a déjà dit qu'on pouvait soit directement attaquer la vanne, soit directement attaquer en débit et que ça nécessitait d'avoir une cascade. On pourrait faire la même chose en pression. Parce que ici, j'ai mes brûleurs. Mais finalement, le débit de combustible que je vais avoir ici, l'apport thermique que je vais avoir sur mon échangeur, à brûleur à position fixe, c'est la pression qui va faire augmenter le combustible et donc l'apport calorifique. Donc, ce que j'ai fait ici de manière très intuitive en débit, je pourrais également le faire en pression. Avoir une cascade en pression. De nouveau, c'est parfaitement réalisable. Par contre, quel est souvent l'inconvénient de ce machin-là? C'est qu'en pression, la réaction est plus lente. Parce qu'en débit, vous ouvrez votre vanne, vous avez directement une augmentation de débit. En pression, vous ouvrez votre vanne, l'augmentation de débit va dépendre du volume de ce que vous avez derrière. Et ça va dépendre du fait que vous ayez un fluide compressible ou non. Donc les transitoires en pression sont plus lents que les transitoires en débit. Donc là, c'est la remarque que j'avais déjà fait tout à l'heure. Le choix de la MV, il doit tenir compte de ces 4 choses-là. Être sensible, être linéaire si possible, être rapide si possible. Voilà l'exemple typique. Et essayer de moins perturber d'autres variables. On en a parlé également. Donc le choix du MV est fondamental et vous voyez directement que c'est lié au choix de la structure de réglage. Donc on est déjà en train d'anticiper là-dedans. Et donc voilà les choix que l'on pourrait faire, les verts qui sont retenus. Et on a principalement celui-ci pour son avantage de la cascade qui est d'apporter de la linéarisation et d'augmenter la qualité de la réjection de perturbation, par exemple la réjection de pression. Perturbation, ben parlons-en. Encore une fois, on a déjà tout dit. Quand on s'intéresse à faire une structure de réglage, ça va être fondamental d'analyser le process. Quel est le PV que je veux contrôler, on l'a dit. Quel est le MV que je vais utiliser, on vient de le dire. Maintenant, quelles sont les perturbations qu'on va avoir? Eh bien, il faut savoir si elles sont importantes ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à en tenir compte dans ma structure de régulation ou pas? Est-ce qu'elles sont mesurables ou pas? Ben, vous voyez, c'est pour faire un feed-forward si c'est possible. Et l'autre chose qui est vraiment
fondamentale. Je fais une longue phrase parce que j'ai oublié ce qui a été vraiment fondamental, mais ça va vraiment me revenir. L'autre chose qui est fondamentale, c'est de savoir où elle intervient sur le process. Est-ce qu'elle intervient, encore une fois, plutôt sur l'entrée du process ou plutôt sur la sortie du process? C'est ce qu'on vient de dire en disant qu'ici, la pression intervenant sur l'entrée de mon process, eh bien, j'ai pu réaliser une cascade. Si elle intervient sur la sortie du process, ben, on va voir qu'on devra plutôt utiliser un feed-forward. Mais surtout, vous comprenez que si elle est plutôt sur la sortie du process, l'avantage de la cascade en termes de réjection de perturbation n'est pas à espérer. Donc savoir où intervient la perturbation, c'est important. Savoir quelle grandeur est-ce qu'elle a, c'est important. Est-ce qu'elle arrive souvent, etc., etc., etc. Donc tout ça va nous guider vers les choix de structure de réglage. C'est vraiment vers ça qu'on va petit à petit. On revient sur notre exemple. Qu'est-ce que vous avez comme perturbation ici? Bien, on vient de le dire. On a la pression d'alimentation. Qu'est-ce qui pourrait également exister d'autre comme perturbation? Eh bien, on a parlé ici du fluide à réchauffer. On a dit qu'on voulait obtenir une certaine température. Ben oui, mais ce fluide va arriver avec un certain débit et une certaine température. Donc c'est clair que si brusquement j'ai plus de débit qui arrive, ben, c'est mon exemple de tout à l'heure, je vais réchauffer un fluide, celui où on a parlé de la non-linéarité due à la vanne, je dois réchauffer un fluide. C'est clair que si ce fluide, si j'ai un débit qui change brusquement, eh bien ça va impacter ma température. Tout à l'heure, on en a parlé en termes de point de fonctionnement. On peut dire que le process est non linéaire. Ce n'est pas la réflexion ici. Ici, on utilise ceci maintenant en disant qu'une variation de débit va créer une perturbation sur la sortie. Et donc ça, on peut en tenir compte dans la régulation. Encore une fois, si on veut en tenir compte dans la régulation, il faudra qu'on la mesure. Et ici, vous avez un capteur de température à l'entrée, un capteur de débit à l'entrée. Donc on peut les utiliser dans la structure de réglage, que ce soit de manière directe ou indirecte, typiquement pour essayer de faire un feed-forward. Donc on a parlé de notre mesure de pression, notre perturbation de pression qui est plutôt sur l'entrée, proche de la variable manipulée. Les deux autres vont plutôt être proches de la sortie, pour le représenter de la même manière. C'est clair que le fait d'augmenter la température d'entrée ne va absolument rien changer à la dynamique de débit de combustible. Hein. Donc la perturbation, elle arrive clairement après ma mesure de débit. Donc je suis ici avec une perturbation sur l'entrée, la température d'entrée ou sur le débit qui va plutôt affecter la sortie de mon processus, ici la dynamique lente de mon processus. Et donc encore une fois, on va voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la structure de réglage en intégrant du coup, par exemple, un feed-forward dans cette régulation-ci. Les autres perturbations, mais qui ne sont pas mesurées, mais qui vont intervenir là-dedans, ça va être quoi? Vous les avez citées ici, mais si le PCI de mon combustible change, ça va me faire une perturbation. Si la densité de mon fluide change, ça va me faire une perturbation. Si les conditions atmosphériques sont telles que eh bien, l'efficacité de ma chaudière diminue parce que la température extérieure a diminué, etc., etc., ça, ce sont aussi des perturbations. La différence avec ces deux-là, c'est que ce sont des perturbations que je vais dire non mesurables, et donc je ne peux pas compter sur un feed-forward pour les compenser. Alors que les autres, vous le sentez un peu venir, on met un capteur dessus parce qu'on va les utiliser en feed-forward. Donc, on vient d'en parler, mais c'est simplement répéter que la perturbation de pression, eh bien, grâce à la cascade, on l'a rejetée. On l'avait déjà dit tout à l'heure, donc il n'y a pas grand-chose à en redire. Et on repart ici sur notre notion de cascade, pour lequel vous voyez exactement le même schéma que tout à l'heure, sauf qu'ici, vous voyez en plus la dynamique des capteurs que je n'ai pas dessiné là, elle n'est pas fondamentale pour la compréhension. Cherchez l'erreur. Pour moi, il y a une erreur sur ce slide. On va plutôt parler d'imprécision, mais il y a une imprécision sur ce slide. La perturbation de charge, il faut la mettre sur la partie rapide du process. Dans notre exemple, c'est la partie de l'actionneur qui va lier position de vanne vers débit. Celui-ci, si on veut être cohérent avec toute explication, il faudrait le mettre là. On en a déjà parlé, il n'y a rien d'autre à en redire. Et on revient sur notre objectif de contrôle qui est de réguler la température rouge à droite. Avec notre régulation de débit, c'est la cascade, on en a déjà parlé.
Et maintenant, on va introduire du coup le feed-forward, utiliser les perturbations mesurables. Autrement dit, ce sont ces deux-ci. Comment est-ce que vous pourriez calculer le feed-forward? Vous avez l'approche d'automaticien pur et dur. L'approche de l'automaticien pur et dur qui serait de dire, ben oui, je sais, je dois connaître la fonction de transfert de ma perturbation et la fonction de transfert de mon process, et je sais que le feed-forward, c'est moins l'un sur l'autre. Maintenant, si vous êtes plutôt thermodynamicien dans cet exemple-ci, électromécanicien en général, en fait, vous pouvez très bien déjà me donner le feed-forward. Au moins la partie statique du feed-forward. Et souvent, c'est déjà bien. Un feed-forward, on se satisfait souvent d'un feed-forward statique. Ça veut dire quoi, ce que je dis ici? Pourquoi est-ce que vous pouvez, sans aucune compétence en régulation, en dynamique des systèmes, en automatisation, me donner le feed-forward? Parce que vous connaissez le process. Et donc, vous savez très bien comment est-ce que le débit de liquide à réchauffer et la température de liquide à réchauffer influence la température en sortie. Et vous savez très bien comment le débit de combustible influence la température en sortie. Et donc, si vous savez écrire les équations même statiques de bilan d'énergie, en fait, vous pouvez très bien calculer par un bête bilan que si le débit ici augmente de 2 kg par seconde, eh bien, ça va me faire chuter la température d'autant. Et comme vous savez très bien que augmenter le débit ici de 3 mètres cubes de gaz par heure, ça va me faire augmenter la température d'autant, eh bien, il suffit tout simplement que l'un compense l'autre. Et donc, si vous écrivez simplement un bilan d'énergie dans ce cas-ci, dans un autre exemple, ce serait un bilan de fluide, un bilan de débit, ça pourrait être un bilan de n'importe quoi, eh bien, il suffit de m'écrire ces équations et vous avez votre bilan. Donc, regardons un peu comment ça se fait. Je ne suis pas du tout automaticien, mais je sais très bien que la puissance thermique reçue par mon fluide à réchauffer, elle dépend de l'écart de température entrée-sortie de mon échangeur. Donc j'ai pris un delta T. Ce delta T, je le multiplie par mon débit massique de fluide et le CP de mon fluide. Ici, vous avez deux constantes parce que c'est le débit volumique fois la densité. Mais donc, le débit massique fois le CP fois le delta T, c'est la puissance thermique reçue par mon fluide à réchauffer. De l'autre côté, j'ai un fluide qui va être fourni par ma chaudière. Et ça, je sais que ce fluide, en simplifiant la combustion, c'est le débit de combustible fois le PCI, en disant que la combustion est parfaite. Et donc, je sais qu'à l'équilibre, la puissance fournie par ma chaudière à mon échangeur est égale à la puissance reçue par mon échangeur. Et donc, si je fais l'égalité de ces machins-là, l'égalité de la puissance reçue et la puissance fournie, c'est évidemment vrai qu'en régime stabilisé, en régime permanent, c'est pour ça qu'on parle d'un feed-forward statique ici, eh bien, vous pouvez très bien dire que à partir de cet équilibre-là, vous pouvez calculer le débit de combustible nécessaire pour faire le lien avec une variation de température ou une variation de débit. Et donc, dans cette équation-là est déjà écrit votre feed-forward, en fait. Vous pouvez très bien ici lire que vous devez adapter le débit de fluide si la température change. Vous devez adapter le débit de combustible si le débit du fluide à réchauffer change. Tout est écrit ici. Vous avez déjà votre feed-forward. Et donc, si vous isolez le débit de combustible, l'entrée de votre process, vous pouvez calculer le débit de combustible comme étant tout simplement une fonction, si vous mettez toutes les constantes physiques dont vous les ramenez dans une seule constante qui cache tout ça, vous faites apparaître que le débit de combustible doit évoluer de manière proportionnelle au débit de fluide à réchauffer, c'est assez logique, et de manière proportionnelle à l'écart de température à apporter. Autrement dit, qu'est-ce que vous voyez ici? Si le débit à réchauffer augmente brusquement d'un facteur 2, eh bien vous allez doubler instantanément le débit dans la chaudière. C'est bien votre feed-forward. Et si la température d'entrée diminue brusquement, si elle diminue, j'ai un moins ici, ça va donc faire augmenter le débit de combustible. C'est tout à fait logique, c'est un bête bilan d'énergie qui est mis ici, mais qui vous donne directement votre feed-forward. Je vais vous montrer d'autres exemples, mais souvent les feed-forward sont très process. Ils ne sont pas du tout régulation, ils ne sont pas du tout dynamiques. Avec un simple bilan, avec une simple connaissance du process en régime permanent, typiquement c'est ce genre de raisonnement-là, vous avez déjà votre régulation. Attention, vous le savez bien, le feed-forward tout seul, ce n'est pas suffisant, parce qu'il ne sera jamais assez précis. Les constantes ici, je ne les connais pas précisément. Les mesures ici de perturbation débit
et température, je ne les mesure pas parfaitement non plus. Et donc, tout ceci n'est que la partie rapide du feed-forward. Par contre, la partie lente du feed-forward, vous savez que vous ne devez pas compter dessus. Et donc, vous devez faire quoi en plus? Rajouter un feedback. L'autre raison de rajouter un feedback ici, c'est que le feed-forward, ici, il est simplifié à sa plus simple expression parce qu'il est statique. Okay. Par contre, remarquez ici, le feed-forward est non linéaire. En fait, de manière très simple, vous avez des feed-forward non linéaires. Je viens de vous le montrer. Le feed-forward, c'est rien d'autre que respecter l'équation d'équilibre de votre process. Si l'expression d'équilibre de votre process est non linéaire, ça tombe directement dans le feed-forward. Donc les feed-forward non linéaires, ce n'est pas du tout un grand problème comme on l'a quand on essaie de faire de la régulation de systèmes non linéaires. Le feed-forward, c'est rien d'autre pour sa partie statique que la connaissance de l'équilibre de votre système. Donc, c'est quelque chose de très, très, très souvent utilisé et ça ne nécessite pas tellement d'application de régulation de ces process. Donc, comment est-ce que ça va se représenter finalement? Les perturbations, on l'a dit, c'est celle-là et celle-là. Et ce qu'on vient de montrer, c'est qu'à partir de ces perturbations, on pouvait facilement recalculer le débit de fluide. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici appliquer notre feed-forward. Ça, c'est l'équation du feed-forward que vous avez vu à l'équation précédente. Le débit de combustible est proportionnel à, et on avait le foie qui faisait apparaître le débit de fluide à réchauffer, et la différence de température qui apparaît ici. Remarquez que dans mon équation précédente, j'ai ici T0, qui vient du delta T au bord de l'échangeur, qui devient du coup ma consigne, vu que qui devient ici ma consigne, vu que le T0, en fait, c'est ce que je veux réguler. Donc vous avez l'expression du feed-forward a comme T0, le T0 cible. C'est assez logique. Et donc vous avez ici que on vous donne directement, si je veux avoir ce T0-là, c'est ma consigne, le T0 que je veux, eh bien, connaissant le TI et connaissant le FP, eh bien, je calcule directement le débit que j'ai besoin. Ça, c'est donc un débit de combustible. À ce débit de combustible, je rajoute quoi dans ma structure de réglage? Eh bien, je rajoute ici le régulateur de température. Donc, j'ai un régulateur de température mètre qui est ici. Je viens lui rajouter un feed-forward en débit. Vous allez m'aider à le rajouter sur mon schéma bloc un peu plus complet ici. Et donc, j'ai un débit qui vient se rajouter à la sortie du régulateur de température qui est un débit. La somme des débits devient la consigne de débit du régulateur de débit qui attaque la vanne. Là, on commence à avoir des structures de réglage super sympas avec un mètre, un esclave, un feed-forward. Et ces trucs-là s'agencent sans aucun problème. Des fois, il faut faire attention à ce que l'un n'emmerde pas l'autre, mais on verra ça tout à l'heure. Mon feed-forward, si je veux être clair et le dessiner sur cette structure de réglage-ci, un peu plus détaillée, il intervient où? Où est-ce que je fais venir mon feed-forward? Juste avant l'esclave. Ici? Non. Ici? Ici? Non, non. Bah, dit rien. Mais juste avant le sommet. Avant, Là? Là? Ah, ok, d'accord. Il est là. Ok, c'est. Je vais faire l'inverse. Qui ne dit pas là? Ou qui pense qu'il ne faut pas dire qu'il n'est pas là? Ok. Est-ce que c'est une bonne idée? Le feed-forward, on a vu qu'il calculait quoi? Un débit. Donc c'est effectivement là et uniquement là qu'on le met. On a ici comme consigne la consigne de débit qui va être réalisée grâce au régulateur et à la vanne. Et donc il faut bien ici avoir comme consigne de débit le débit demandé par le feedback plus le débit demandé par le feed-forward. Donc c'est bien là qu'il faut le mettre. Faites attention, c'est des erreurs classiques qu'on retrouve autant de manière scolaire qu'industrielle. C'est aller taper le feed-forward là où il ne faut pas et ça ne marche évidemment pas. Et donc on retrouve des structures de réglage où c'est bizarre, tu as un coefficient là, on fait x0. Et puis on vous répond, oui, ce truc ne marchait pas du tout. Putain, mais ils ont fait ça. Donc c'est encore assez marrant des fois de voir des structures de réglage et des trucs qui ont été annulés après en mode, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne marchait pas. Donc effectivement, maintenant vous avez 3 éléments dans votre structure de réglage, parce que vous avez 1, 2, 3 régulateurs, il faut bien les foutre l'un par rapport à l'autre. Et il n'y a pas que ça, il faudra bien les gérer. Par exemple, tout à l'heure, on a dit, si celui-ci est en manu, celui-ci passe en manu, il doit traiter ça, etc., etc., etc. Donc ça, c'est notre feed-forward qui utilise les mesures de température et de débit. Et alors, chose intéressante également, c'est un double feed-forward, ce feed-forward-là. C'est un triple feed-forward, ce feed-forward-là.
En fait, il traite trois choses. C'est un feed-forward, donc qui va donner une réaction rapide en réjection de perturbation, mais il fait aussi autre chose, ce feed-forward. Regardez ce qui est écrit là. Il faut aussi une réaction rapide en variation de Consigne pour consigne. l'esclave. Donc c'est un double feed-forward. Rappelez-vous, on l'a déjà fait en régulation, je crois qu'on a déjà parlé quand on s'est vu ici il y a quelques semaines. Le feed-forward, il a deux aspects. Il y a deux feed-forward qui existent. Des feed-forward suivi de consigne et des feed-forward réjection de perturbation. Celui dont vous avez souvent entendu parler, c'est le feed-forward réjection de perturbation. Celui dont vous avez déjà entendu parler un petit peu et que vous avez même appliqué, c'est le feed-forward en suivi de consigne. Quand est-ce que vous avez appliqué ça, un feed-forward en suivi de consigne? You did it. Vous l'avez fait. C'est l'IMC. L'IMC, rappelez-vous la philosophie de base de l'IMC, c'était dire je fais un contrôle en chaîne directe, en boucle ouverte. Variation de consigne, paf, actionneur. Et puis on avait dit oui, non, c'est pas assez bon, il faut rajouter un modèle interne pour gérer les problèmes de réjection de perturbation. Mais en réalité, l'IMC, la base, c'est déjà du suivi de consigne en boucle ouverte, donc un feed-forward de suivi de consigne. Eh bien, avec l'équation que vous avez là, l'équation que vous aviez avant et qu'on implémente comme ceci, regardez ce qui se passe. Si je fais varier ma consigne de température, ça va directement calculer le débit de combustible que j'ai besoin pour que la température aille le plus vite possible vers ça. Donc la consigne, elle apparaît deux fois, ça va apparaître ici encore plus clairement. La consigne de température apparaît sur le régulateur de température et elle revient encore dans le calcul du feed-forward. C'est donc un feed-forward avec deux fonctionnalités, réjection de perturbation, donc ça, et suivi de consigne. Et on vient de traiter tout ce qu'il fallait discuter à propos du PV et du MV. Dernière petite partie, discuter des différentes contraintes qu'on a. Parce que les contraintes, il faut savoir les gérer. Encore une fois, les contraintes que vous avez tout le temps, c'est les limitations sur l'organe de réglage. La vanne qui ne peut pas s'ouvrir au-dessus de 100%, en dessous de 0%. Ça, vous savez déjà ce qu'il faut faire avec pour éviter le problème d'envol de l'intégrale. Il n'y a pas que ça comme contrainte que l'on peut avoir en industrie. Les automaticiens le savent bien, on est en train de parler de ça des heures et des heures, tellement c'est important. Mais les autres types de contraintes que l'on va avoir, c'est des contraintes sur la vitesse d'ouverture de l'actionneur. Si vous avez comme actionneur une vanne, elle ne peut pas s'ouvrir de 0 à 100% en une milliseconde. Vous avez des fois des vannes qui mettent 1 heure pour s'ouvrir. Et donc, il faut absolument tenir compte de ça comme étant une contrainte process pour que la régulation se comporte bien. Vous avez des fois des chaudières qui sont utilisées comme actionneurs, mais pour des questions de stress thermique, eh bien, je ne peux pas avoir un gradient de température plus grand que 10 degrés par minute, sinon je risque de péter ma chaudière par stress thermique, etc. etc. Donc ça, ce sont les limites des limites que l'on a sur l'actionneur, et vous avez encore d'autres limites que vous allez avoir à bien intégrer dans votre régulation. Et je vais uniquement parler ici de la dernière, parce que j'en ai déjà un petit peu introduite. Si on parle de la combustion dans notre exemple de chaudière, eh bien vous savez que pour avoir un bon rendement de combustion et ne pas avoir de risque d'explosion, vous devez maîtriser le ratio entre le débit de combustible et le débit d'air. Si vous avez beaucoup trop de combustible par rapport à l'air, qu'est-ce qui se passe? Vous ne brûlez pas tout votre combustible, tout vos combustibles. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver? Trop tard, vous êtes mort, ça a explosé. Si vous n'avez pas assez d'air dans votre chaudière, il y a une partie du combustible qui n'est pas brûlée. La partie imbrûlée, elle reste dans la chaudière. Et puis, à un moment, elle va avoir assez d'air pour brûler. Et paf, elle va exploser. Donc, trop de combustible par rapport à l'air, vous avez un risque d'explosion. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas assez de combustible par rapport à l'air? Ça ne roule pas. Donc vous avez alors ce qu'on appelle un excès d'air. Et si vous avez un excès d'air, vous avez une dégradation dans votre installation. Parce que vous devez amener inutilement beaucoup d'air pour rien, pour froisser votre chaudière, et ça sert absolument à rien. Donc dans les deux cas, il faut gérer ça. Et donc on parlera de contraintes qui sont liées à la relation, mais on parle du ratio, le rapport entre la quantité d'air et la quantité de fuel pour gérer l'oxygène qui sera fonction de la différence entre les deux.
Donc si on revient de nouveau sur notre exemple de base et qu'on veut intégrer les contraintes dans notre structure de réglage, parce que c'est vers ça qu'on va, vous avez déjà toutes les mesures qui sont mises, et vous avez ici un actionneur qui a été rajouté, un damper, donc un registre d'air, une vanne à air, un truc que vous ouvrez pour avoir plus ou moins d'air, de manière à pouvoir contrôler le débit d'air qui va dans la chaudière. Et on a rajouté également une température dans la chaudière. Pourquoi? Pour justement traiter de ces aspects de contraintes que l'on va essayer d'intégrer dans la régulation pour ne pas dépasser ces contraintes. Donc l'objectif de la structure de réglage devient plus complexe. Il faut toujours réguler notre température principale tout en respectant les contraintes. Les contraintes qui vont être quoi? Bien, ne pas dépasser l'ouverture maximum de mon organe de réglage pour l'air, de mon organe de réglage pour le fuel, donc ces deux-là, et ne pas respecter le rapport entre combustible, débit de combustible et débit d'air, autrement dit, avoir un taux d'oxygène correct, et tenir compte des gradients de température dans la chaudière pour ne pas la péter. C'est principalement vrai durant les montées de charge. Une fois qu'elle est en charge et qu'elle est en température, on n'a plus trop de risques avec les gradients. Et donc la question maintenant qu'on se pose quand on essaie d'avancer dans les structures de réglage, c'est comment intégrer toutes ces demandes dans la structure de réglage pour réguler l'installation, donc son PV, le T0, tout en respectant les différentes contraintes. Donc, on se rappelle ici que la première chose, c'est d'avoir fait un bon choix de cascade pour la régulation principale. Et maintenant, on va voir comment tenir compte des contraintes. On va devoir, d'une manière ou d'une autre, tenir compte ici, ah oui, petit changement aussi, vous voyez qu'on a rajouté une vanne. Donc on a un degré de liberté en plus, parce que c'est clair que si je n'avais que cette vanne-là, et que je commence à vouloir exiger beaucoup de choses de ma structure de réglage, il y a un moment où ça devient impossible. Et donc ici, pour commencer à étoffer la structure de réglage, on part du fait qu'on a maintenant une vanne que l'on peut régler ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire ici? On va devoir tenir compte du fait que la vanne de réglage de combustible et la vanne de réglage ou le registre de réglage d'air, eh bien, vont devoir être intégrés dans la régulation en tenant compte de cette vanne. Cette vanne, si elle est mise ici, ça veut dire que contrairement à tout à l'heure, donc faites attention quand vous repassez sur ces exemples, avant, je n'avais pas de vanne ici. Donc je supposais que ce débit-ci était une perturbation. Vous êtes bien d'accord avec le fait que si maintenant j'ai une vanne ici, je ne considère plus que ce débit est une perturbation. D'accord? Donc l'objectif de la régulation maintenant devient la maximisation du débit que je vais faire passer là-dedans. Donc je veux maximiser le débit que je produis dans ma chaudière. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on utilise dans l'industrie. On n'a pas une consigne fixe, on dit juste je veux produire le plus possible. Et donc, pourquoi et comment est-ce que je vais devoir intégrer les différentes contraintes? Je pose ma question à l'envers. Maximiser le débit qui va passer dans le débit de produit à réchauffer qui passe dans ma chaudière, c'est ouvrir la vanne à 100%. Ah, mais qu'est-ce que je fais comme problème si je fais ça? Il y aura plus d'air que de combustion. Donc je parle de cette vanne-ci. Hein. Mon objectif, c'est de maximiser le débit que j'ai ici. C'est mon nouvel objectif. Avant, ce débit était une perturbation. Donc, mon objectif est de maximiser ce débit tout en régulant ceci, tout en respectant les différentes contraintes. Donc je fais l'andouille, maximiser, j'ouvre la vanne, j'ai maximisé mon débit. Et qu'est-ce qui se passe alors? J'ai un débit énorme qui passe ici, ok. Est-ce que je tiens encore ma température? Ben non, si je fais ça comme ça, je peux tirer une balle dans le pied de cette température-ci. Du coup, ce régulateur va devoir essayer de mettre plus de débit. Oui, mais attention, il y a une ouverture maximum. Il y a un moment où ça n'ira plus. Si je veux mettre plus de débit, je dois aussi mettre plus de débit d'air, mais attention, il y a une ouverture maximum aussi. Et en plus, il doit absolument respecter un ratio. Donc je vois bien que je ne peux pas faire n'importe quoi ici. Il y a un moment où je vais, par exemple, arriver au maximum de cette vanne-ci. Et donc il faut que ma structure de réglage amène l'information à cette vanne-ci pour dire « Hé, ferme-toi, fieu, tu as tellement ouvert ceci que j'ai trop de débit dans mon échangeur, que ma température est trop chauffée ici, que pour ça, un autre élément de ma structure de réglage, qui est ma cascade ici, arrive à fond de son actionneur, et donc je ne peux pas faire ça, parce que ma contrainte est de ne pas aller à fond de mon actionneur. Et donc vous voyez bien que d'une manière ou d'une autre, cette vanne-ci doit être limitée par cette contrainte-là. Et c'est vrai pour les autres contraintes, l'ouverture maximum de ceci et le ratio qui va apparaître entre ces deux-là. Et donc là, on est en train vraiment de dessiner une structure de réglage, comment maximiser mon débit
là-dedans sans toucher mes limites. Et vous voyez bien que d'une manière ou d'une autre, l'information position de la vanne ici va revenir vers ce régulateur-ci parce qu'il faut lui dire, fais gaffe, n'ouvre pas, il y a un moment où tu vas arriver à fond de taquet. Et inversement, si celui-ci arrive à fond, il va falloir le limiter. Et, je ne sais plus si ça arrive déjà ici, même chose pour, si ça arrive ici, le ratio entre le débit de combustible et le débit d'air, ce ratio-là, eh bien, il faut également l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans notre structure de réglage. Donc, faire cette structure de réglage, c'est faire ceci, plus encore tenir compte des différentes contraintes. Et donc ça, c'est ce qu'on va ça, c'est ce qu'on va vraiment attaquer. Ça, c'est ce qu'on va vraiment attaquer dans le détail la fois prochaine. Ici, on va juste clôturer ici en rappelant les éléments dont on a déjà parlé. Quand on fait une cascade, quand on fera une cascade, parce qu'on est vraiment en train de préparer ici la structure de réglage, quand on fera une cascade, il faudra surtout faire attention au fait que la partie externe, donc PO, soit plus lent, outer, soit plus lent que la partie rapide. Et je regarde ici s'il y a la réponse à la question à propos du rapport entre les dynamiques. Le facteur 3, 5, 10 dont je parlais là, il n'est pas ici. Donc c'est pas. Ah ben voilà, c'est ça que je cherchais ici. Donc vous voyez ici, un facteur 3 à 5, je vous disais 3 à 10. C'est un peu, chacun fait comme il veut. Donc ça c'est important. La cascade, elle va être importante. Comme on l'a dit, elle va linéariser la non-linéarité de la vanne et elle va permettre de réagir vite face aux perturbations de charge, pour voir celles qui sont sur l'entrée du process. L'analogie, on n'en a pas besoin, donc il n'y a pas grand-chose à prendre. On a parlé de tout ça, et les switch magnéto, j'en ai parlé, on va y revenir juste après. Autre exemple d'abord de cascade, mais je vais garder ça pour la fois prochaine, comme ça on pourra recommencer avec un autre exemple qui servira aussi de rappel. Et donc on va arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur, j'ai pas compris le 3 à 5 fois, ça correspond à quoi le. C'est ce que j'ai exagéré ici en faisant un rapport bilingue. Ah. Je viens vous montrer que c'est tellement rapide ici que ça se voit facile. S'il vous plaît. Mais Attends, parce que je vois bien que. Allez. Essayez d'écouter les questions des autres, en général c'est assez intéressant. Oui. Après, qu'est-ce que ça apporte d'implanter un feed-forward dans la structure maître-esclave? Vous avez montré avant pour le Oui, donc il y a plusieurs choses à rappeler. Rappelons d'abord quel est le gros objectif du feed-forward. Rejet de perturbation instantané. Oui, D'accord. Contrôle parfait, alors que sans feed-forward, c'est le feedback qui le fait, il faut attendre que la perturbation se voit. Et donc l'objectif est de réagir plus vite. Et le feed-forward va donc réagir directement en même temps que la perturbation pour qu'on ne voit pas son effet sur la sortie. La cascade, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? La différence, c'est qu'elle n'a pas besoin d'une mesure de perturbation. Donc on va quand même réagir entre guillemets en retard parce qu'on va attendre que l'effet de la perturbation se voit sur la sortie. Donc on est entre guillemets en retard parce qu'on est en retard pour une dynamique très rapide. Mais pour lui, c'est comme si on avait réagi instantanément. Autrement dit, ceci ne se voit quasiment pas. La question était pourquoi rajouter un feed-forward sur la cascade? C'est parce que si on a une information qui nous permet de réagir plus vite que la cascade, on va le faire. Et ici, dans ce cas-ci, le feed-forward, dans l'exemple, le feed-forward montrait qu'on pouvait réagir directement face à une perturbation qui est sur la sortie du process. C'est aussi la grosse différence dans cet exemple. Le feed-forward, il traite, dans mon exemple, la perturbation qui vient sur la partie thermique du process, le débit du fluide à réchauffer et la température d'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le feed-forward va dire que dès que j'ai une perturbation de température d'entrée, par exemple, on va directement augmenter ou diminuer le débit de combustible, qui est géré par la cascade. Donc, le feed-forward, dans cet exemple-ci, traite des perturbations différentes. La cascade, elle va traiter des perturbations sur l'entrée de ma cascade. Le feed-forward va traiter d'autres perturbations qui, typiquement, sont celles qui sont sur la sortie, autrement dit, sur la partie lente de mon process. Donc les deux sont avantageux en termes de réduction de perturbation. On ne parle pas des mêmes types de perturbation. On a un c'est plutôt sur l'entrée, l'autre plutôt sur la sortie. Et la grosse différence aussi, c'est que le feed-forward a besoin de la mesure de perturbation, alors que la cascade en a pas besoin.
La partie feedforward s'occupe de tout paramètre venant différent de ce que Scala pourrait gérer. Exactement. Le support, ici, on l'a vu, on a calculé son expression, il gère les perturbations TI et FP, alors que la cascade, elle gère comme perturbation plutôt la pression du combustible. Juste le feed-forward, comment vous avez trouvé les équations statiques? Vous avez fait comment? J'ai pas compris. Vous avez pris l'entrée, enfin les C'était équations. un bête bilan de puissance. Mais genre, vous prenez non, la différence, enfin, J'ai un débit massique qui passe dans mon échangeur, un fluide avec un coefficient CP, GT1, GT2, donc la puissance thermique apportée à mon fluide, c'est F CP de T. Vous avez fait ça 1000 fois depuis que vous êtes tout petit avec Mme Karine. Et l'apport calorifique, qu'est-ce qu'on a dit? La puissance qui vient, donc ça c'est la puissance reçue, la puissance qui vient, c'est la puissance du combustible, et on a dit que c'était simplement le débit de gaz fois le PCI du gaz. C'est la représentation la plus basique de la modélisation la plus basique de ma chaudière. ça c'est une perturbation, ça? Non, ça c'est l'apport calorifique, ça c'est ce que je reçois, et donc l'idée du feed-forward, c'est de dire qu'à l'équilibre, ce que j'apporte est égal à ce que je reçois. Et donc le calcul du feed-forward, c'était P reçu est égal à P donné, et quand j'égale les deux, j'isole celui-ci, donc si les deux sont identiques, ce qui est vrai à l'équilibre, le feed-forward, c'était ça. C'est ça qu'on a écrit. Ok. On le refera avec des exemples chimiques pour un système de dédox, de dépollution, avec un exemple de je ne sais plus quoi, mais il y en a encore d'autres. Mais donc, ce n'est pas du tout régulation, c'est process. J'ai un système thermique, c'est mon équilibre thermique. J'ai un système chimique, c'est mon équilibre chimique. Ok, comme ça. Question? Non? Est-ce que vous trouvez ça chouette ou pas? C'est pas chouette?